Bonjour à tous et bienvenue sur notre média Agora News Mobility pour la grande interview. Aujourd'hui, nous recevons Jean-François Dinault, qui est directeur de la stratégie de VIA-ID. VIA-ID qui appartient à un groupe qui s'appelle Mobivia. Alors nous allons faire connaissance d'abord avec notre interlocuteur. Bienvenue Jean-François Dinault. Merci. Je vais vous proposer de vous présenter en quelques mots et puis de nous dire très rapidement VIA-ID, quelle est cette société et quel est le groupe Mobivia. Donc, je suis Jean-François Dinault, moi j'ai rejoint VIA-ID il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Après avoir fait différentes étapes dans ma carrière, j'ai commencé dans le monde du conseil, puis après j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années à la transformation digitale de marques de vente à distance, avant de basculer dans le monde de l'accompagnement d'entreprises, de start-up, dans un fonds d'investissement. Et puis j'ai moi-même créé 2 sociétés appelées start-up, notamment dans le monde de la tech. Et puis j'ai croisé la route de Mobivia et de VIA-ID il y a un peu plus de 3 ans. J'ai adoré le projet, ce qui m'a fait les rejoindre. Alors, Mobivia, c'est un groupe, Jean-François Dinault. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il comprend, ce groupe? Quel est son objet? Depuis combien de temps il existe? Donnez-nous quelques éléments concrets. Alors, Mobivia est né de Noroto. Noroto, c'est une marque qui a été lancée par Éric Derville il y a 50 ans, qui était un projet d'une start-up en fait, à l'époque. C'était très disruptif, comme on dit dans le monde des start-up, que de proposer d'entretenir son véhicule sur des magasins, posés sur des centres commerciaux, et donc en dehors du réseau classique des concessionnaires ou du petit garage à côté de chez soi. Et donc ce mix entre j'entretiens mon véhicule et puis j'ai un magasin qui me vend les accessoires ou des pièces, ça a été assez révolutionnaire à l'époque. Et il a fallu se battre contre pas mal de réglementations, de normes pendant pas mal d'années pour avoir le droit que, par exemple, la révision soit valable aussi lorsque je vais faire réviser chez Noroto, ou d'avoir accès aux données par ces fameuses prises de diagnostic. Donc déjà une idée innovante et disruptive à l'époque. Voilà, et en fait ces gènes-là, on n'appelait pas ça des start-upers à l'époque, mais on les retrouve dans le projet de VIA-ID aujourd'hui. Donc pour faire court, ce groupe est un groupe familial. Donc Mobivia, groupe familial. Groupe familial qui appartient toujours à la famille du fondateur, dont le fils est le président du groupe aujourd'hui, Fabien Derville, qui pendant une première période, on va dire jusqu'aux années 2000, s'est développé avec un très gros succès sur Noroto, qui continue encore jusqu'à aujourd'hui. Une deuxième phase à partir du début 2000 qui est devenu un groupe multimarque, et donc ça s'appelait encore Noroto Group à l'époque, mais on a racheté la licence Midas, on a ouvert Carter Cash, qui est un format low cost de Noroto, et il y a eu le rachat de Auto5 en Belgique, ou plus récemment de ATU en Allemagne, qui est l'équivalent de Noroto pour l'Allemagne. Ça nous amène aujourd'hui à avoir un groupe qui est le leader européen de l'entretien automobile en centre auto. C'est plus de 2200 centres, c'est 19 pays opérés, c'est 22 000 collaborateurs. Donc c'est un groupe qui compte sur ce métier. Avec un actionnariat français uniquement? 100% familial. 100% familial et français. Et français, basé dans la région lilloise. Et il y a environ 10 ans, comme on est dans un groupe patrimonial, on pense souvent effectivement long terme. On se dit, qu'est-ce qui va se passer dans les 10, 20 prochaines années? Et il y a 10 ans, il y avait déjà des prémices qui pouvaient nous dire que la mobilité allait changer. C'était assez visionnaire que de le sentir, mais on commençait à voir l'âge du passage du permis commencer à s'infléchir. Il y a 10 ans, l'iPhone avait 2 ans, 3 ans, et les premiers services naissaient. C'était le début des premiers services de partage de voitures qui sont devenus un Drivey, de covoiturage, c'était les toutes prémices du début de Blablacar, etc. Et ils se sont dit, on doit réfléchir à ce rôle que l'on peut avoir sur les nouvelles mobilités, en complément de notre métier historique qui est d'entretenir les véhicules. Et sans abandonner du tout ce métier historique, créer cette couche Mobivia au-dessus de ce groupe, dont la baseline est Making Mobility Easier, faciliter la mobilité des gens. Et donc le leitmotiv du groupe, ce n'est pas d'entretenir les véhicules, c'est de faciliter la mobilité des gens. Et pour cela, il faut aussi se développer sur ce que sont les nouvelles mobilités. Alors c'était encore assez flou il y a 10 ans.
mais il fallait surfer sur la vague du digital, sur la vague du passage de la possession à l'usage, et puis sur les prémices de ce qui est devenu très fort aujourd'hui, ce qu'on appelle le développement durable, qui sont permis aussi par les nouvelles mobilités. Donc Mobivia, groupe français, qui a débuté sur l'entretien du véhicule, a créé il y a 10 ans ViaID, dont vous êtes le directeur de la stratégie, qui réfléchit et qui accompagne donc les initiatives sur toutes les mobilités, avec un grand M et un grand S. Et quelle est la complémentarité? Comment s'articulent, j'ai envie de dire, les deux raisons d'être donc de Mobivia? Alors, il y a une complémentarité et une certaine articulation. C'est que nous, notre terrain de jeu, c'est ce qu'on appelle les nouvelles mobilités du quotidien, durable, intelligente. Du quotidien, c'est celles qui vont toucher les personnes tous les jours, potentiellement. Et donc, ça nous différencie. On ne rentre pas dans la mobilité pure logistique, longue distance, le voyage, etc. On reste déjà sur ce territoire. Intelligente, ça peut être aussi bien pris comme malin, avec un service malin, comme un voiturier d'aéroport avec Hector ou autre, mais aussi sous son angle technologique, avec des plateformes digitales, voire de l'intelligence artificielle. Et comment ça s'articule avec le cœur du métier? Le but de Mobivia, avec une structure comme ViaID, c'est de créer de nouveaux métiers. Et donc nous, notre première question n'est pas de trouver de l'innovation pour l'apporter à Noroto, ou à Midas, ou à TU, ou à Carter Cash, c'est de miser et d'accompagner et d'accélérer des jeunes entreprises qui seront des futurs leaders dans leur domaine. Et donc c'est assez différent d'un autre métier qui est celui de l'open innovation, qui est de travailler avec des startups pour amener de l'innovation dans le métier. Il y a d'autres structures dans notre groupe qui sont là pour ça, pour amener de l'innovation au sein de notre cœur business. Nous, on est là plutôt dans une stratégie de diversification. Jean-François Dinault, je rappelle, vous êtes directeur de la stratégie de ViaID, qui est une SA au sein du groupe Mobivia. Vous vous accompagnez, donc vous êtes un incubateur, un accélérateur de start-up dans le champ des nouvelles mobilités. Est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres sur le nombre de start-up accompagnées depuis vos 10 ans d'existence? Et est-ce qu'il y a des start-up qui ont émergé et qui sont aujourd'hui connues de plan national ou international? Alors heureusement, donc ViaID a presque 10 ans. ViaID, c'est une vingtaine de collaborateurs. On est basé en France, entre Lille et Paris. On est présent aussi à San Francisco, à Berlin et à Singapour, parce que notre métier est très international. La mobilité est un phénomène. Les nouvelles mobilités, c'est un phénomène international. Le siège officiel est à Lille. Et nos bureaux sont équilibrés entre Paris et Lille. Et donc San Francisco, Singapour, ce sont quoi, des antennes? Ce sont des antennes de représentation qui sont là pour être nous-mêmes plus intelligents, pour comprendre ce qui se passe à travers le monde sur les grandes plaques de mobilité, pour aider nos startups à accélérer à l'international, donc leur trouver des opportunités à l'international, et parfois trouver des startups sur lesquelles investir sur ces zones. Bien sûr, la dimension internationale paraît évidente. Je dirais, évidente. Et donc on a aujourd'hui un portefeuille d'une vingtaine de startups, 3 basées aux États-Unis, une en Indonésie, une en Europe du Nord. Donc à partir de notre bureau de Berlin, on rayonne sur l'Europe centrale, l'Europe du Nord. Et le reste étant sur des startups basées essentiellement en France, mais qui rayonnent déjà à l'international. Donc une vingtaine que vous accompagnez? Une vingtaine sur lesquelles nous avons investi. Vous avez investi, et en amont de l'investissement, on a créé il y a plus de 2 ans maintenant un incubateur. Et on a même 2 incubateurs maintenant, c'est-à-dire qu'on a l'incubateur des nouvelles mobilités au sein de Station F que l'on a co-créé avec le CNPA. Et là, cet incubateur accompagne des promotions de 7 startups d'autotech et de nouvelles mobilités qui se renouvellent tous les 6 mois. Et puis, on a aussi un programme en propre qui vient d'être remanié là, où on a lancé le Summer Sprint qui va commencer dans quelques semaines maintenant. On a eu plus de 50 candidats avec une candidature qui se terminait hier pour un programme beaucoup plus court. Et là, l'objet, c'est à chaque fois de trouver des projets les plus jeunes possibles parce que nous, on est un investisseur spécialisé. C'est assez rare dans notre monde de... Donnez-nous les précisions. Quelle est votre spécialisation? Déjà, être dans le monde de l'investissement et ne faire que de la mobilité, c'est assez rare. Et à l'intérieur de ces nouvelles mobilités, comme je disais, du quotidien, intelligent, durable, donc on vient beaucoup cibler cela.
En ayant ciblé cela, le champ est encore énorme parce que les mobilités, c'est un des domaines où il y a le plus de foisonnement d'innovation à travers le monde. On rencontre entre 600 et 800 startups par an uniquement sur notre sujet. Donc en fait, c'est déjà foisonnant et pour développer une expertise, on a besoin d'être ciblé. Et donc, accompagnant ce secteur, on vient faire des appels à projets pour détecter des tout jeunes projets et les accompagner le plus tôt possible. Combien sont soutenus financièrement? Une vingtaine, 20. vous dites? Enfin, aujourd'hui, 20 sociétés sur lesquelles nous avons investi. À l'échelle internationale. À l'échelle internationale. Comment vous définiriez, je dirais, le périmètre et l'activité des startups? Est-ce que la France est dynamique en la matière? Vous qui avez une vision internationale, Berlin, Singapour, San Francisco, est-ce que nous sommes un peu à la traîne? Qu'est-ce que vous diriez de La notre France est un dynamisme des pays les plus dynamiques en toutes jeunes startups. sur les mobilités, hein. Sur les mobilités. C'est un des pays les plus dynamiques. On a co-créé avec le BCG, le prix européen, le prix de la start-up européenne de mobilité. On a eu plus de 600 candidats cette année. La représentativité de ça nous permet de voir un peu les statistiques. Et on a la France, l'Allemagne sont des pays très forts sur ces sujets. Ce qui manque parfois sur nos territoires, c'est le relais de passage à l'échelle. C'est une des problématiques européennes, que de passer du stade d'une petite start-up à voire très grand. Donc c'est quoi? C'est la force de frappe financière? C'est la force de frappe financière et les territoires de jeu. C'est-à-dire que lorsque vous naissez aux États-Unis ou en Chine ou en Inde, votre territoire de jeu, votre pays, c'est déjà un continent comparé à nos marchés. Et donc, vous n'avez ici, lorsque vous devez passer une frontière, vous passez des normes, vous passez des réglementations, vous devez créer une nouvelle société, etc. Ce sont des petits freins. Mais il est très difficile pour un entrepreneur français de se sentir tout de suite européen. C'est un des enjeux du prix européen que nous avons créé. Lorsque vous accompagnez une start-up, Jean-François Dinault, directeur de la stratégie de VIAID, vous misez de quelle manière sur cette start-up? Expliquez-nous, à la fois sur le plan financier, sur le plan de l'accompagnement global. Ouais. Déjà, l'expérience, on parlait tout à l'heure de quelles sont les réussites. Dans notre portefeuille, on a des startups qu'on appelle nos stars, les plus avancées. Donc, on a Drivey, Hitch, Smooth, Xi, Swiftly aux États-Unis, qui sont des startups qui sont déjà très avancées et qui ont pris un positionnement de leadership sur un territoire. Et ça nous permet d'avoir des références sur quelles sont les recettes qui gagnent, qu'est-ce qui est différenciant. Quand on regarde un projet, quand on regarde une équipe, on regarde trois choses si on veut simplifier. On regarde l'équipe, on regarde son idée, son projet, et la manière dont elle l'exécute, dont elle fait les choses au jour J. Le plus important, c'est l'équipe. C'est d'avoir des gens complémentaires qui portent un projet, qui vont savoir se remettre en cause parce que ce n'est jamais la première idée qui va être la bonne. Il va falloir la changer, pivoter, comme on dit dans le monde des startups, X fois avant de trouver le bon modèle. Donc, la première des choses qu'on regarde, c'est est-ce qu'on a affaire à une équipe avec laquelle on va aimer travailler, parce que c'est déjà très important, mais où on sent qu'ils vont savoir se remettre en cause. S'ils ont déjà eu des échecs, c'est un plus. Ça, c'est une vision très anglo-saxonne pour mais si on veut travailler l'acceptation de l'échec. Si on veut travailler avec les startups, il faut être dans cette vision-là. Parce qu'en fait, le modèle de développement d'une startup nécessite des gens qui savent se remettre en cause. Donc ce qu'on appelle l'agilité. C'est cette agilité, itérer, pivoter, tout ce que l'on veut. Et donc, c'est beaucoup d'échecs avant le succès. Ensuite, c'est le projet. Il faut que l'idée soit bonne et qu'elle ait un potentiel. Et donc, en étant spécialisé, on est capable de se dire, ça a déjà été tenté X fois ailleurs. Est-ce qu'ils apportent quelque chose de réellement nouveau pour pouvoir craquer ce modèle? C'est une stratégie de différenciation. Voilà. Mais réussir une start-up, ce n'est pas le concours Lépine. Donc, l'idée est importante, mais la capacité à la réaliser et à tenir ça dans le temps, d'où la capacité d'exécution, qui est le troisième point, est très important. L'exécution, ça commence par des choses très bêtes. C'est une des premières questions que l'on voit avec un jeune porteur de projet qui arrive juste avec sa présentation. Ça veut dire, mais avec qui as déjà-tu confronté ton idée? Est-ce que avec ta famille, tes amis, est-ce que tu es allé dans la rue trouver des clients
potentiel, etc. S'il n'a pas déjà fait ça, c'est qu'on n'a pas affaire à quelqu'un qui a une énergie débordante pour aller chercher à développer son idée. L'équipe, le projet, capacité d'exécution, on a bien compris votre triptyque, si je puis dire, pour accompagner une start-up. Le billet, le ticket d'entrée, j'ai envie de dire, financier de vieille idée dans une start-up, c'est quoi l'ordre, la fourchette? En fait, nous, on intervient très tôt, au même moment parfois que les business angels interviennent. Donc les tickets peuvent commencer à quelques dizaines de milliers d'euros, c'est souvent un peu plus, mais ça peut commencer là, jusqu'à des centaines de milliers d'euros pour le tout début d'un projet. Et après, on est capable d'accompagner ce projet dans le temps. Quand vous appelez Trusk sur la livraison du dernier kilomètre, ou Drivey ou Hitch, ben là, vous êtes sur des tickets qui valent plusieurs millions à chaque D'accord. tour. Et nous, dans notre stratégie d'accompagnement, le but est de rentrer tôt dans les projets et Faciliter de le les tour de suivre. table. Voilà, de suivre ces projets, voire d'aider ou de ce qu'on appelle l'idée, les tours de table, trouver les Tout à fait. co-investisseurs pour accompagner les startups dans le temps. Le temps passe malheureusement, c'est passionnant, Jean-François Dinault, mais j'ai envie de vous poser une question sur les mobilités que vous accompagnez et votre vision des mobilités, parce que vous avez une vision à la fois internationale, j'ai envie de dire, et innovante. Vous accompagnez tout type de mobilité ou principalement le véhicule ou les mobilités partagées? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment vont s'organiser les mobilités selon vous à l'avenir? Alors, au-delà des thématiques que j'ai déjà pu souligner, on sait qu'on n'est pas capable de tout faire et de tout accompagner. Donc on est moins ou pas du tout sur des problématiques de hardware, l'objet, la nouvelle voiture, la nouvelle trottinette ou autre. Ce n'est pas trop notre terrain de jeu. On est plutôt sur ce qui va être des plateformes digitales, du service, voire de l'Internet des objets. Donc c'est le cas sur le smart parking avec Parky Donc plutôt facilitateur de mobilité. Si je oui, puis oui, dire. oui, des facilitateurs. Mais alors, après, il y a des gens qui sont sur des modèles B2B, B2C, B2G, B2B, Oui. B2C. Ça, on est agnostique sur ces sujets-là, mais on sait ce que l'on est plus capable de faire. Après, on est en train de vivre une sorte de deuxième ère qui commence sur les mobilités. C'est-à-dire qu'on a eu tout un foisonnement ces 10 dernières années de nouveaux services. Et moi, je compare ça avec un autre domaine que j'ai connu avant, qui est le commerce et l'e-commerce. On a eu, dans le tout début de l'e-commerce, on avait une dizaine de sites e-commerce qui se créaient toutes les semaines en France. Tout ça, ça a créé un besoin lié à ce foisonnement de comparateurs, etc. Donc ça a été l'ère des quels coûts et autres. Et puis est arrivée l'ère des plateformes, à la Amazon ou Alibaba que l'on vit aujourd'hui. Eh bien en fait, dans les mobilités, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu toute cette phase de foisonnement avec des tonnes de services de covoiturage, de ride-hailing, de ride-sharing, de car-sharing. Aujourd'hui, on a 12 ou 13 opérateurs de trottinettes à Paris, etc., etc. Et en fait, le besoin final, c'est d'avoir un service de mobilité multimodal. Et donc, on rentre dans ce besoin d'agrégation qui va certainement passer l'étape de comparateur à plateforme. Et donc, on parle des problématiques de mass, mobility as a service, sur lesquelles on doit s'intégrer avec du transport en commun, des réglementations de territoire et des tonnes d'acteurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous anime fortement actuellement. Et c'est un de nos derniers investissements avec une start-up qui s'appelle Ubigo, qui opère le MAS dans la ville de Stockholm. Une interview trop court, malheureusement, Jean-François Dinault, mais une dernière question plus personnelle. En 25 secondes, si vous pouvez répondre, vous déplacez comment à titre personnel, vous? Moi, je dors à Lille, je suis quasiment tous les jours à Paris. Et donc, je suis sur du tramway, du scooter, du métro et du Vélib à Paris. Donc l'incarnation de la multimodalité que vous évoquez. Malheureusement, cette interview se termine, toujours passionnant à l'évidence, mais la grande interview, c'est un futur et prochain rendez-vous avec un invité également de marque, à l'instar de Jean-François Dinault, directeur de la stratégie de Vieille Idée. Merci de votre fidélité sur notre média Agora News Mobility. À bientôt.